Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Matin. Aujourd'hui, nous sommes mardi 22 juin 2021 avec nous sur Actu Matin, votre matinale. Eh bien, vous aurez les informations et avec Wakab Alikmara, nous démarrons. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à On tous. vous retrouve dans un instant pour les infos à la une des journaux comme tous les matins, mais en attendant, voici ce que nous vous proposons en sommaire. La confiance n'exclut pas le contrôle, dit-on. Un énième regard tourné en direction de l'Assemblée nationale. Jeudi prochain, les membres du gouvernement, interpellés par les députés, sont attendus pour répondre des questions orales avec débat. Des sujets qui ont fait la une de l'actualité vont être abordés pour éclairer la lanterne de l'opinion qui certainement attend des solutions à un certain nombre de problèmes qui se posent. Après plusieurs rendez-vous manqués, les membres du gouvernement, objet d'interpellation, répondront-ils présents cette fois-ci au Parlement jeudi prochain? Y aura-t-il de la sincérité dans les échanges quand on sait que tout le Parlement est pro-régime? Les ministres réussiront-ils à convaincre de ce contrôle de l'action gouvernementale? On en parle avec les débatteurs au forum dans pratiquement 30 minutes. Le quotidien des populations riveraines de la zone côtière se dégrade. Elles font face au tsunami de la montée des eaux, déjà de l'inondation aux conséquences désastreuses qui créent des déplacés de Grand Popo à Togouin en passant par Comin, Guézin ou encore Ouida. C'est tout un bouleversement, d'où les cris d'alarme. On s'y penche ce matin. Depuis hier, les compositions du baccalauréat 2021 ont démarré. Elles se poursuivent jusqu'à demain mercredi. On fera dans notre mini-journal le point de la première journée avec Ingrid Day. Nous irons par la suite chez le fabricant d'arrosoirs avec Ouliat Sanoussi. Dans sa rubrique Le métier de la semaine, elle est allée à la rencontre d'un professionnel du métier en pleine activité dans son atelier. Magazine à découvrir dans la deuxième partie de Actu Matin, un peu avant les sports d'Akime Ousseni et la revue de presse en fin d'édition d'Action Monkani Action. Tout de suite, les unes des journaux. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà, c'est l'événement qu'attend de vivre le Parlement jeudi prochain qui fait la une du journal Fraternité. Wakabali Para. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. Un très peu de parutions ce mardi. On va se contenter de celles-là qui ont répondu au standard d'Actu Matin en attendant que la revue de presse de Action Kanye Action vienne nous en dire plus. On va commencer donc par Fraternité qui nous apporte donc l'écho, sinon les échos de l'hémicycle. Contrôle de l'action gouvernementale, les parlementaires plus promptes que d'habitude. Plusieurs questions orales avec débat au menu de la plénière du jeudi. Et puis Carlos Ayipe, après la réouverture de l'embouchure du Roi, il faut un plan de contingence spécifique. Inondation dans la zone côtière, un cas de décès signalé à Abomey-Calavi. Participation béninoise au JO Tokyo 2020, Pascal Dansou et Celtus Dosuyovo, deux atouts pour défendre les couleurs nationales. Et puis Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo demande le divorce d'avec sa femme Simone Yvette. À la une maintenant de Matin Libre, second mandat, décision à impact économique, ça tombe de partout sur les populations. Accident de circulation à Porto Novo, 2 morts dont une fillette.
Le chasseur info, surveillance de baccalauréat 2021 au CEG d'Abomey, un enseignant chassé à cause de son handicap. Le chasseur info qui nous apprend également que les ministres Eleonore Yayi, la décan de l'enseignement supérieur, et Chabi Kwaro de l'enseignement secondaire ont lancé les épreuves depuis le CEG 1 de Djougou. Nous sommes là dans le département de la Donga. Quotidien d'Abarou, union des filles et fils de Tchaourou, que les mauvaises langues se taisent. Et puis monter des eaux dans les départements, dans le département de la Liborie. Attention, la prévention des catastrophes, c'est maintenant. La relève info, sommet USA-Russie à Genève en Suisse. Hélène Hueto, directrice exécutive de l'ONG Action des droits de l'homme et des femmes, salue l'intransigeance de Joe Biden sur les questions liées donc à la défense des droits de l'homme et des libertés. Et puis, affaire de détournement de fonds sur un marché public dans une institution internationale de la place. Prestataires et cadres bientôt interpellés. Le quotidien de service public, La Nation, 59e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, l'essentiel à retenir de la participation du Bénin. La Nation qui nous apprend donc qu'hier, le ministre béninois des Affaires étrangères a fait le point de la participation du Bénin à cette 59e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Info matin, lutte contre la mafia foncière à Abomey, le maire Antoine Djedou déterminé à secouer le cocotier et puis adaptation au changement climatique. Les élus locaux de Gogounou sensibilisés à la question dès ce jour. Quotidien L'Observateur, reconnaissance de mérite, 2 distinctions pour l'honorable Sani Mama et puis réaccordement à l'électricité de près de 150 000 ménages, 200 millions de dollars octroyés à la partie béninoise. Le matinal, cette fois-ci, Aurélien Agbenossi, au terme de la 59e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO, le Bénin, un bon modèle d'intégration régionale. Non-alignement sur le prix des tests Covid dans l'UEMOA, le porte-parole du gouvernement justifie la position du Bénin. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apporte les informations de l'Assemblée nationale. Contrôle de l'action gouvernementale, les parlementaires plus promptes que d'habitude. Fraternité qui nous apprend qu'il y a plusieurs questions orales avec débat que les parlementaires ont intéressé à plusieurs ministres du gouvernement. Voilà, et ces ministres sont attendus au Parlement jeudi prochain. Feront-ils le déplacement? Vont-ils nous sortir de cette habitude de ne pas effectuer le déplacement du Parlement pour répondre aux questions des députés, questions que nous poserons dans cette édition à nos débatteurs. Vous restez avec nous et puis l'actualité sur le plan international, c'est qu'après son retour, Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire, rentré au pays, demande le divorce à Simone Gbagbo, son épouse. Un communiqué signé de l'un de ses avocats précise que l'ancien président a saisi un juge aux affaires matrimoniales hier, lundi 21 juin 2021, aux fins de demander le divorce. Du refus réitéré depuis des années de Dame Simone et Yvette de consentir à une séparation à l'amiable. Et on rappelle que Laurent et Simone Gbagbo se sont mariés, c'était en 1989. Elle a participé à la fondation du Front populaire ivoirien, le FPI. On rappelle également que Laurent Gbagbo a entre-temps épousé, selon les rites coutumiers, Nadi Bamba. C'est au bras de cette dernière qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la semaine dernière. C'était là les quelques informations glanées pour vous ce matin. Maintenant, les infos en images, c'est le bulletin. Bonjour, bienvenue à vous, Ingrid. Bonjour Christian, bonjour à tous et voici les titres. L'examen du baccalauréat session de juin 2021 a démarré ce
Hier lundi matin, dans tous les 123 centres de composition au plan national, et c'est le CG1 de Djougou qui a abrité le lancement officiel au plan national. Occasion pour le ministre de l'enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement secondaire ayant fait le déplacement de Djougou à Djougou pour donner le top de cette phase écrite. Dans cette édition, toujours et avec le préfet du Molo, nous irons constater l'évolution des travaux de désensablement de l'embouchure, la bouche du roi en cours dans la commune de Grand Popo et précisément à Avlo, une opération qui vise à soulager les populations riveraines des communes de Grand Popo, Komé et Ouida, victimes d'inondations. Voilà, justement, en parlant des inondations qui touchent les populations de la zone côtière, on va en parler ce matin avec les débatteurs au forum. Restez avec nous, la pub. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité.
Imprimerie Fraternité. Nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vivez en direct et en exclusivité sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin la retransmission de tous les matchs de l'UEFA Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet. Plateau, commentaires, analyses, magazines et résumés des matchs. Grâce à Canal 3, passez des moments exceptionnels de football avec l'UEFA Euro 2020. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal Fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Vivez en direct et en exclusivité sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin la retransmission de tous les matchs de l'UEFA Euro 2020. Plateau, commentaires, analyses, magazines et résumés des matchs. Grâce à Canal 3, passez des moments exceptionnels de football avec l'UEFA Euro 2020. Vivez en direct et en exclusivité sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin la retransmission de tous les matchs de l'UEFA Euro 2020. Plateau, commentaires, analyses, magazines et résumés des matchs. Grâce à Canal 3, passez des moments exceptionnels de football avec l'UEFA Euro 2020. Canal 3 Bénin, diffuseur officiel en exclusivité et en clair de l'UEFA Euro 2020. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vivez en direct et en exclusivité sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin la retransmission de tous les matchs de l'UEFA Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet. Plateau, commentaires, analyses, magazines et résumés des matchs. Grâce à Canal 3, passez des moments exceptionnels de football avec l'UEFA Euro 2020. Et voilà, tout est désormais rentré dans l'ordre. Toutes nos excuses pour ce petit moment d'attente. Eh bien, le mini-journal, nous le démarrons avec l'examen du baccalauréat 2021. Les compositions ont démarré sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans les 132 centres de composition. Et le CEG1 de Djougou a abrité le lancement officiel de cet examen, occasion pour Éléonore Yahi Ladécan, la ministre de l'Enseignement supérieur, et son collègue de l'enseignement secondaire Yves Chabi-Kouaro de donner le top de la phase écrite de cet examen. On va retrouver Abdou Sahabi Idrissou. Au collège d'enseignement général 1 de Djougou, pris d'assaut ce lundi matin par les candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue à charge de l'enseignement secondaire, Éléonore Yahi Ladécan et Yves Chabi-Kouaro sont ici pour procéder au lancement officiel au plan national de la phase écrite du baccalauréat. Mais avant, ils ont parcouru les différentes salles de composition pour doper le moral des candidats. Les épreuves sont à votre niveau. N'ayez pas peur, pas de stress. J'espère que tout le monde a sa pièce d'identité. Voilà. Beaucoup de courage et bonne chance. Passé l'étape des conseils, les deux autorités ministérielles vont donner le top de la première épreuve, celle de français à 8 heures très précises. Le bac a été très bien lancé. Nous avons fait le tour des salles, tout y est, les dispositifs de lavage des mains et le personnel de surveillance, tous ceux-là sont là. Non, nous pouvons dire que le bac est lancé dans de très bonnes conditions. Nous leur souhaitons vraiment de travailler très très bien et c'est un honneur pour le département parce qu'ils sont très fiers d'accueillir cela pour la première fois. Nous leur souhaitons une bonne chance. L'autorité communale se réjouit quant à elle du choix porté sur sa commune pour abriter le lancement officiel au plan national de cet examen qui donne accès au premier diplôme universitaire. Vraiment, c'est une joie énorme pour les populations de Djougou, pour les populations de la Donga et certainement pour le Seigneur parce que vous avez vu qu'il a béni cette visite à travers la pluie qui a arrosé la ville. Vous avez vu que tout se déroule bien. On ne peut que dire merci au gouvernement, merci aux ministres qui sont venus lancer le bac à Djougou afin de permettre à ce que les choses se déroulent très bien. La pluie qui s'abattait sur la ville de Djougou n'a guère émoussé l'ardeur de ces deux ministres qui ont mis le cap sur le centre de composition du CEG1 de Waké. Ici, Yves Chabi-Kouaro va tout simplement remercier les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Je voudrais tout simplement à ce stade remercier tous les acteurs du système éducatif, remercier nos partenaires qui nous soutiennent et remercier surtout les enseignants et les partenaires sociaux qui ont compris le sens des réformes qui sont engagées par le gouvernement
depuis quelques années. Ces réformes portent, vous le voyez très bien, nous connaissons de plus en plus des années qui ne sont pas amputées, des années entières. Rappelons que 1949 candidats sont à l'assaut du baccalauréat de juin 2021 dans le département de la Donga sur les 82 938 candidats inscrits au plan national. Et voilà, 82 938 candidats composent pour l'obtention du baccalauréat 2021 dans le département du littoral. 11 335 candidats sont convoqués et le préfet du littoral, Alain Orola, une délégation de la municipalité de Cotonou, ont sillonné quelques centres après le lancement officiel pour le compte du département et ce au CG Egbegamin. Clément Tchadé, Elvis Tonoukoin. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat 2021 ont démarré ce lundi au Bénin. Dans le département du littoral, le préfet Alain Orola et ses collaborateurs accompagnés d'une forte délégation de la municipalité de Cotonou sont ici au CEG Begame pour donner les tops de la composition pour le compte de l'obtention du premier diplôme universitaire. Après avoir procédé à la vérification de l'authenticité des épreuves que contiennent les enveloppes, le préfet du littoral partage les toutes premières épreuves du bac 2021. Ceci quelques minutes après une courte visite des salles de composition pour s'assurer de bonnes conditions réservées aux apprenants candidats. Une satisfaction pour le préfet et le maire de Cotonou représenté par son adjoint, vu que tout se passe sans aucun incident. On a voulu voir comment sont les enfants et on leur a dit nos mots d'encouragement et de rester serein, et ce n'est qu'une évaluation. Et puis c'est le lieu de remercier quand même la municipalité dont je représente aujourd'hui, que les travaux dirigés qui ont été initiés sont quand même les bienvenus. J'ai constaté que les enfants sont plus sereins, ils ont été bien préparés, ils composent dans une atmosphère aussi détendue que l'année a été paisible et nous espérons que nous aurons le meilleur taux de réussite dans le littoral. Ce que je voudrais souligner, c'est que sur les 13 335 candidats enregistrés dans le littoral, il y a quasiment autant de filles que de garçons, ce qui confirme la tendance que nous avons observée au BEPC. J'espère que le taux de réussite des filles sera aussi brillant et éloquent que le nombre de candidates inscrites. Dans le département du littoral, 11 335 candidats planchent à cette session normale du baccalauréat 2021. Grâce aux dispositions prises par le gouvernement, les candidats composent dans le respect des gestes barrières. De même, les mesures de prévention contre les centres inondables ont été prises pour que les candidats composent dans des conditions décentes. Dans le littoral, nous avons 11 335 candidats répartis dans 18 centres. Comme vous le voyez ici, le lancement a eu lieu. Les candidats sont sereins et ils ont été très bien préparés. Donc c'est ce que nous sommes en train de retenir ici maintenant. Le gouvernement a mis de gros moyens. Chaque candidat dispose d'une paire de masques. Et puis dans chaque salle, nous avons mis des gels pour désinfecter les mains avant d'entrer dans les salles de composition. Après le CEG Begame, Alain Orola et sa délégation sont allés également visiter le centre du CEG à Papa Centre. Comme au premier centre visité, tout se passe bien. C'est ainsi parti pour 3 jours de réflexion et de concentration. À chaque étape, le préfet du littoral a souhaité une bonne chance aux candidats avant d'inviter les surveillants à jouer convenablement leur rôle. Et voilà, les compositions du baccalauréat 2021 se poursuivent et prennent fin demain soir. Les caroleurs du Bénin disposent désormais d'un creuset pouvant leur permettre de défendre leurs intérêts, Ingrid Day. Oui, Christian, il s'agit du syndicat national des caroleurs du Bénin, SINACAB. Le dit syndicat est porté sur les fonds baptismaux week-end dernier à Cotonou, nous rapportent Teddy Goudalo et Rachidi Soubéou. Voici l'équipe qui va désormais conduire les destinées du creuset des caroleurs au niveau national. Les membres sont une vingtaine et investis dans leurs fonctions à travers ce premier congrès constitutif qui consacre la naissance du SINACAB, le syndicat national des caroleurs du Bénin. Grande est notre joie aujourd'hui à la tête de ce grand structure dans notre chère patrie, le Bénin. Depuis des années, entre nous,
corps caroleur, nous nous demandons s'il n'est pas bon de mettre sur pied un syndicat qui va coiffer notre corps sur le plan national. Car c'est trop. Et trop, c'est trop. Dans les sous-traitances de nos collègues, des traites par-ci, par-là. Je ne peux citer dans mon discours, sans contrainte, des désordres, des mésententes entre nos collègues et leurs clients, et même entre collègues. Le syndicat a vu le jour suite aux différends qui s'observent dans la corporation. Et le bureau exécutif qui vient de prendre fonction mesure déjà la mission qui est la sienne. Il ne compte pas d'ailleurs lésiner sur les moyens pour l'atteinte des résultats. Beaucoup sont nos préoccupations, mais avec le temps, pendant ce mandat qui nous est confié et accordé, nous irons plus loin et même au-delà de même que possible pour la bonne marche des œuvres artistiques et artisanales dans notre cher pays et environ. À ce congrès constitutif, plusieurs autres syndicats venus soutenir l'initiative, dont le syndicat national des professionnels de menuiserie bois du Bénin. Ensemble, avec les responsables du tout nouveau-né, ils prennent l'engagement de relever les défis et offrir à leur clientèle un travail de qualité. On en vient maintenant à cette 28e Assemblée générale ordinaire de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin. Occasion de faire le bilan des activités de l'année 2020 et de renouveler les membres des différents organes de la fêtière. Reportage. Responsables et membres des organes de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECECAM Bénin, ils sont venus de tous les départements participer à cette 28e Assemblée générale de la dite fêtière. Premier objectif de cette Assemblée générale, faire le bilan des activités de l'année 2020. Une année qui aura été difficile, mais grâce au savoir-faire de l'institution, le résultat en fin d'exercice est excédentaire. L'année 2020 a été particulièrement difficile avec la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19, aggravée par la fermeture des frontières par le Nigeria, qui a mis un frein à plusieurs activités de nos membres et clients et à celles de la FECECAM elle-même. Malgré ce vent contraire généré par cette crise, la FECECAM a enregistré des performances de portée ci-après au cours de l'exercice sous revue. L'encours de crédit a atteint 65 milliards d'euros contre 60 milliards d'euros en 2019, soit un accroissement de 8,3%. L'encours des dépôts est passé de 52 milliards 5 en 2019 à 61 milliards 7 en 2020, soit un accroissement de 17,5%. La FECECAM Bénin s'est révélée depuis plusieurs années le leader de la microfinance au Bénin et ses performances en 2020, malgré le contexte sanitaire difficile, sont saluées par le président du conseil d'administration et d'autres responsables politico-administratifs. Malgré la Covid et la situation économique très difficile, a pu faire un exercice excédentaire positif de 1,5 milliard de plus au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Ceci a été possible grâce à la persévérance dans l'effort, à la rigueur et à la persuasion de tous les acteurs du réseau, élus, techniciens, partenaires techniques et financiers, partenaires sociaux. C'est le lieu de rendre hommage à toute cette équipe dont l'indispensable disponibilité n'a jamais fait défaut au cours de l'exercice 2020 pour atteindre cette performance. Lorsque la FECECAM à elle seule impacte 1 200 000 personnes au niveau de notre pays, sur une population de 12 millions, je crois qu'en termes de statistiques, c'est une institution qui fait des prouesses pour l'économie nationale et donc qui fait la fierté de notre pays et qu'il faut toujours soutenir. FECECAM, vous êtes le poumon de la microfinance au Bénin.
C'est pour vous le témoigner que j'ai souhaité être aux côtés de ma collègue de l'UEB. Au cours de cette même Assemblée générale, les délégués ont procédé au renouvellement des membres des différents organes de la FESECAM, à savoir le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le comité de crédit. Conscient de ce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, cette Assemblée générale a été aussi l'occasion pour les responsables de récompenser les meilleurs agents et les meilleures entités pour le travail abattu au cours de l'exercice 2020. Ainsi, 48 prix ont été décernés pour un montant total de 14 900 000. Pour clôturer les manifestations, 17 agents de la FESECAM Bénin, admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont été honorés pour les bons et loyaux services accomplis pour le rayonnement de l'institution. L'élite comptable africaine était à Cotonou le week-end dernier dans le cadre des activités commémoratives du 10e anniversaire de la Fédération panafricaine des comptables. La rencontre a été l'occasion de passer en revue le parcours de l'organisation et de procéder à l'inventaire des chantiers en cours. Les assises ont abouti au renouvellement des organes de l'institution. Nagui Balagbi. Ça y est, le verdict est tombé. Les assises commémoratives du 10e anniversaire de la PAFA, la Fédération panafricaine des comptables, se sont achevées sur une note de satisfaction générale. À Cotonou, les représentants des 56 organisations membres ont revisité ensemble le parcours de l'institution pour de là identifier les nouveaux défis, eu égard à des priorités stratégiques bien définies. Au cours des assises de Cotonou, vous avez reconnu que pendant les 10 dernières années, la PAFA a travaillé avec acharnement au travers de 5 priorités stratégiques pour soutenir le développement des ordres et renforcer la voix de la profession comptable en Afrique et au-delà. Je voudrais me permettre de saluer ces choix de priorités et dire qu'elles sont parfaitement complémentaires au cadre des réformes mises en place dans plusieurs pays africains, dont le Bénin. Le Bénin, qui justement sera honoré en marge de ses assises à travers la désignation de l'un de ses fils pour présider aux destinées de l'organisation. C'est à lui qu'il revient de poursuivre les chantiers actuels et de mener la PAFA vers la réalisation des défis qu'elle s'est donnés. Nous avons ensemble construit cette organisation sur 10 ans. Nous voici à une synthèse décennale où nous avons fait le bilan et ensemble nous promettons sur les 10 prochaines années de poser des balises stratégiques de relèvement de l'organisation et de pérennisation de l'organisation. La culture client sous ma présidence va s'instaurer davantage. Culture client pour parler des prestations que la PAFA aura à fournir à ses membres, mais également aux pays qui y sont représentés, à l'économie des pays, à l'économie de tout le continent. C'est donc à la fois un moment particulier pour le Bénin et pour la PAFA que la fin de ces assises au cours desquelles elle s'est dotée de nouveaux organes ainsi qu'une feuille de route et un nouvel agenda. Voyons maintenant de plus près ce qui se passe dans le Mono, précisément à Guézin, l'un des villages d'Agatogbo, où l'inondation bat son plein depuis 2 semaines. Les bandes de TFM qui permettaient aux populations de se déplacer sans crainte sont totalement inondées. Canal 3 Bénin a surpris la visite du président de la Cour suprême à ses concitoyens pour constater de visu les dégâts que cause cette inondation née de l'engorgement de la bouche du roi. Difficile de circuler dans l'un des villages de l'arrondissement d'Agatogbo sans une pirogue. De Guézin à Gagbo en passant par Doyi, Maga, Agmanto, aucune des habitations, même sur pilotis, n'est épargnée par cette stagnation de l'eau, conséquence du rétrécissement de l'embouchure du roi. Les enfants, ils ne peuvent pas sortir. Toujours à la maison. S'ils veulent partir à l'école, donc, nous sommes obligés de prendre une pirogue et les mettre dedans. À leur retourner, ici, les gens ne sont pas prêts. Nous sommes obligés de les prendre au dos pour traverser. La situation inquiète plus d'un. Cadres natifs de cette communauté sont préoccupés à l'idée de savoir que l'inondation dicte sa loi à leurs parents.
Infrastructures socio-communautaires, salles de classe, l'accès à ce qui constituait la terre ferme de ces 12 villages demande désormais une course aux pirogues. Plusieurs éléments, sinon les bêtes que nous élevons qui nous permettent de joindre les bouts. Après, quand nous avons des problèmes, sont transportés, détruits totalement par l'eau. Si bien que les gens, les propriétaires sont obligés de quitter leur lit, leur maison pour se retrouver sur les terres fermes. Et il y a un village d'à côté qu'on appelle Gahoué. D'autres se sont retrouvés carrément à Komé ou plus loin encore de ce village. Et nous souffrons et nous arrivons difficilement à joindre les bouts, sinon à répondre à nos besoins. Le tout nouveau président de la Cour suprême est allé vivre de près la situation. Comme lui, des natifs de cette communauté, Pouela, Washi et Sakwe, ont parcouru des milliers de kilomètres pour témoigner leur compassion aux parents et en appeler à une mobilisation générale, tant le drame qui se joue dans cette partie du Bénin est d'une gravité énorme. Les chambres sont pleines et les gens n'arrivent plus à aller à la pêche. Et puis, bon, on n'a même pas un mètre carré où mettre, n'est-ce pas, la marmite ou bien le foyer pour préparer. Et à partir de ce moment, c'est que c'est amer. Le constat est amer. Il faut parer au plus pressé, au plus pressé. L'arrondissement d'Agatogbo, dans la commune de Komé, ces 12 villages habitués au désagrément de la crue des différents cours d'eau qui bordent ces villages, lesquels restent confrontés à un phénomène nouveau que constitue la fermeture de la bouche du roi. Vous savez que l'inondation entraîne la diarrhée, même le choléra, le paludisme, les infections gastro-intestinales. Donc ça entraîne beaucoup de maladies. Donc il faut que les pouvoirs publics nous viennent en aide, les ONG nous viennent en aide pour sauver les populations en détresse. Cette bouche du roi, l'une des 4 aires communautaires de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du Mono, retrouve peu à peu sa quiétude. L'appel au secours des chefs de village, où se joue le sinistre, et du président de l'Union de développement de la communauté d'Agatogbo ne sont pas restés sans réponse. Le gouvernement y met les gros moyens pour soulager les populations de ce visiteur devenu encombrant. Mais pour combien de temps encore et pour quels résultats pérennes? Difficile pour le moment de le dire. Dans le but donc de soulager ces populations victimes d'inondations, des travaux de désensablement de l'embouchure de bouche du Roi sont en cours dans l'arrondissement d'Avlo, commune de Grand Popo. Pour s'imprégner de l'évolution de ces travaux, le préfet du Mono s'est rendu sur les lieux. Geoffroy Vincent pour le point. Bonne nouvelle pour les populations des localités des communes de Grand Popo, Komé, Ouida et autres touchées ces derniers jours par des inondations. Grâce en effet aux travaux qu'effectuent ici à Avla, dans la commune de Grand Popo, des engins lourds, elles trouveront sous peu soulagement et leur calvaire conjugué au passé. Et ça c'est le début et ça ne tardera pas à s'améliorer de jour en jour. Il y a une drague qui va venir tout à l'heure et après la tranchée qui va pouvoir faire le nivellement vers le bas. Et ainsi, donc, on aura une bathymétrie qui sera conforme, qui permettra à la poussée de l'eau de regagner l'océan. Et de l'autre côté, sur le continent, ça va commencer à descendre. On aura l'apaisement et la quiétude des populations. La technique y est et il ne pleut pas, donc ça ira bien. Les travaux en question que le préfet du Mono est venu superviser dans la journée de ce vendredi 18 juin sont destinés à désensabler cet endroit et ainsi procéder à son ouverture pour un écoulement des eaux vers l'océan. Nous sommes arrivés pour déblayer et permettre à l'eau de mer ou à l'eau de la lagune de rentrer dans la mer, dans l'océan. C'est une ouverture de la voie. La voie était bouchée. Non, il a déjà dit l'essentiel, c'est un phénomène naturel, donc il faut participer à la régulation et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une fermeture due à l'ensablement ou à la sédimentation et donc à cause de cette fermeture, on a déployé donc les équipements et de façon technique, on va l'ouvrir le plus largement possible parce que nous ne sommes pas encore en période de grande crue. On attend encore la lâchée de Naguitor, donc il y a les pluies, donc il y a la descente de l'eau donc du nord.
Donc, en fonction de tout ça, nous allons ouvrir grandement pour que le phénomène puisse continuer donc, pendant des années. Au cours de cette descente sur le terrain, le préfet s'est fait une idée précise du niveau d'avancement des travaux. Il a aussi pu constater que tout est mis en œuvre par l'équipe technique pour finir dans un bref délai les travaux. Nous sommes en train de réfléchir à une étude qui nous permettra soit de fixer résolument donc l'embouchure pour donc permettre qu'il n'y ait plus donc ces situations d'inondation donc qui reviennent de façon cyclique, mais qu'on va draguer donc plus souvent pour améliorer le cadre de vie de nos populations. Théoriquement, selon nos calculs, 2 jours devraient suffire, mais nous pouvons, disons, espérer que d'ici lundi, la tranchée soit totalement ouverte et que l'eau commence par se retirer pour libérer les maisons de nos populations, pour libérer nos villages, pour libérer nos écoles afin que les activités reprennent normalement. Par ma voix et par la voix de tous ceux qui m'accompagnent, vous allez transmettre à vos homologues de WIDA, de Comé et au conseil communal les satisfactions de l'équipe mais aussi du département. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le préfet a salué les maires des communes impactées par le phénomène ainsi que les populations riveraines pour l'aide et les facilités qu'ils accordent aux techniciens. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de journée à vous. Merci, très bonne suite de journée à vous également Ingrid Day. L'info de retour tout à l'heure à 13h sur Canal 3 Bénin. Prenez le rendez-vous comme ce rendez-vous que vous avez pris depuis 7h sur Actu Matin. Dans un instant, le forum de discussion. On parlera donc du contrôle de l'action gouvernementale avec les députés qui se réunissent au Parlement jeudi prochain. Des questions orales avec débat adressé au gouvernement. Est-ce que les membres du gouvernement cette fois-ci répondront à l'invitation des députés, questions que nous poserons aux débatteurs. Et que pense-t-il du contrôle de l'action gouvernementale? Eh bien, nos discussions en plateau dans un instant. Et puis, comme vous l'avez vu, en fin de midi-journal, les inondations du côté de la zone côtière du Bénin. Les populations font face à la montée des eaux. On va en parler avec les débatteurs. Merci de votre fidélité. La pub. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision. Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas? Midas! Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stan, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Terre et Associés, nouvelle génération, Tank SA est une entreprise créée en 2000 qui produit et distribue des poussins d'un jour, spécialement de type Ponte et Cher, de race Lowman Bro et Ross 308. Elle dispose de 2 sites de production. Le premier, basé à Toricada, est une ferme de poules reproductrices. Les œufs à couver produits sont conservés dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours, puis transférés sur le deuxième site, basé à Bomé-Calavi. Il s'agit ici du couvoir, un site de production où les œufs sont mis en incubation pendant 21 jours pour sortir des poussins d'un jour. Terre et Associés nouvelle génération Tank SA a une capacité de production extensible d'1 600 000 poussins par an et reste incontestablement le leader dans le domaine de l'aviculture au Bénin. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Press. Vitesse Press, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures.
Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Fit Express, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité. Vite Express, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Allez, nos échanges plateau avec les débatteurs déjà installés. Bonjour chers messieurs, Wakabali Para, André Doussa, Kimi Oussini, Herman Parfait, Niamboussou. Nous allons démarrer avec le tout premier sujet de ce matin, regard tourné vers l'Assemblée nationale 8e législature qui, le jeudi prochain, attend les membres du gouvernement pour répondre à un certain nombre de préoccupations. Ce sont des questions orales avec débat portant sur beaucoup de sujets. Parlons justement du contrôle de l'action gouvernementale. Quand on regarde un peu la fiche, il y a du boulot qui attend les membres du gouvernement. Vont-ils répondre à cette invitation? C'est la question que nous posons ce matin. Vont-ils réussir à apporter des éléments précis aux questions des députés? C'est également des questions que nous nous posons ce matin. Mais avant, que pensez-vous de l'action engagée par les députés? Herman Parfait à Niamboussou. Vous constatez avec moi ce matin que les journaux en ont fait leur chou gras parce que justement ce pan de l'action du Parlement a manqué à l'appel. Nous parlons là de la 8e législature, laquelle est traitée de tous les noms d'oiseaux. C'est vrai que c'est composé de deux partis qui soutiennent les actions du pouvoir en place. Et donc, ce pan, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale, n'est pas souvent au rendez-vous. Et donc, c'est ça qui a fait que beaucoup de critiques ont été formulées à l'endroit de ce Parlement. Je pense que si aujourd'hui on en fait cas, c'est parce que justement on a constaté que le Parlement sort un peu comme d'un sommeil avec des questions orales suivi de débats. Ce qu'on fait des débats, c'est ça qui va nous intéresser. Les ministres, forcément, qui ont été interpellés, ont tous les éléments qu'il faut pour fournir des éléments de langage aux députés. On parle du retard dans la construction de la route d'Assadjougou, on parle de beaucoup de retard dans l'exécution de certains travaux, on parle des forfaits Internet qui ont été défalqués aux populations, parce que justement, les députés savent et devront savoir qu'ils ont été mandatés par le peuple pour parler en leur nom, et je pense que c'est une bonne chose. Alors justement, en parlant d'Internet, ou plus précisément de Mobile Money, ça nous renvoie à ce qui s'est passé en juin 2020 par le réseau de téléphonie mobile MTN sur les comptes Mobile Money de certains abonnés. Les députés qui interpellent le gouvernement à ce sujet, ça fait pratiquement un an après. Doit-on parler de réveil à Wakabali Para?
Oui, de réveil, qu'il soit tardif ou pas, il s'agit au moins d'un réveil, un peu comme on dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Ce second volet qu'on doit reconnaître comme, je dirais, la mission de l'Assemblée nationale, donc au-delà du vote des lois, il y a le contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, à cette 8e législature, en dépit des guéguerres sur les positionnements, sur la conquête des postes de responsabilité par endroit, il faut reconnaître l'absence d'une opposition, je dirais, véritable au sein donc de l'hémicycle. Et donc, les observateurs et les populations, ils voient une assemblée générale uniquement constituée donc des partis soutenant les actions du gouvernement, et c'est comme si on n'a pas intérêt à interroger l'exécutif sur un certain nombre de choses. Autant le chef de l'État, pour le dire ainsi, est désigné ou est élu par les populations, par le peuple béninois, autant les députés sont élus, n'est-ce pas, par les populations, ne serait-ce que dans leur circonscription électorale. Par conséquent, il faut porter leur voix. Les besoins des populations, les difficultés qui sont celles des populations, il faut pouvoir les révéler. Et donc, dans cet exercice de contrôle de l'action gouvernementale qui a manqué ou qui a été observé de manière timide au cours de cette 8e législature, eh bien, on se réveille et puis on pose des questions au gouvernement et on attend des réponses. Et puisque vous parlez, n'est-ce pas, de cette affaire de Mobile Money, c'est une question de sécurité après tout. Qu'il y ait la facilité pour un réseau de téléphonie mobile de pouvoir défalquer sans raison ou sans informer en amont les abonnés, il y a un véritable problème. Est-ce le réseau lui-même qui a procédé à cette défalcation? Est-ce des gens ou ceux-là qui sont quelque peu des génies informatiques qui ont procédé à cette défalcation? Je pense qu'il y a nécessité d'interpeller le gouvernement de manière à ce que le ministre de tutelle, en ce qui concerne donc les réseaux de GSM, puisse apporter la réponse qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait pour... Et donc, au-delà, on en viendra sans doute, au-delà des questions orales qui sont posées au gouvernement, il y a bien d'autres questions sur lesquelles les populations attendent le gouvernement pour apporter des réponses. Donc, on fera sans doute une autre prise de parole pour pouvoir évoquer ces autres sujets qui vont au-delà des questions de route, Djougou, Dassa et des questions des infrastructures, peut-être d'abord liées à la qualité de ces infrastructures, n'est-ce pas, les prestataires qui n'ont pas fait bon travail. C'est vrai que ce Parlement que nous avons, c'est pratiquement le premier Parlement qu'on qualifie de Parlement monocolore. Nous avons eu par le passé des législatures où toutes les tendances étaient véritablement représentées, mouvance, opposition, mais la question du contrôle efficace de l'action gouvernementale n'était pas un volet qui était véritablement pris en compte par nos députés à l'Assemblée nationale, alors que c'est la deuxième mission dévolue à nos parlementaires. Alors André Dossam, à partir de cet instant, avec cette longue liste de questions à adresser aux membres du gouvernement, est-ce que vous avez de votre position d'analyste la certitude que les membres du gouvernement répondront présents cette fois-ci à l'invitation des députés? Vous savez, le contrôle de l'action gouvernementale, ce n'est pas un procès. C'est la représentation nationale qui donc invite les membres du gouvernement à expliquer à la nation, à répondre à un certain nombre de constats faits par les députés. L'Assemblée nationale nous a tellement privés de l'exercice de cette prérogative qu'aujourd'hui, le peuple est vraiment... il y a une grosse attente au niveau des citoyens. Je crois que les députés, en annonçant une dizaine de questions, montrent qu'ils en sont conscients et que vraiment ils vont essayer de corriger le tir. Le président Louis Lavounou, lorsque il a été élu au Perchoir, a dit, sa première déclaration après son élection, c'était que leurs délibérations devraient donc leur rendre témoignage. Et je crois que c'était à la fois une promesse, mais surtout un engagement. Et cet engagement doit pouvoir aussi se traduire par la prise en compte de cette prérogative que constitue le contrôle de l'action gouvernementale. J'aime bien cette formule de Arnaud de Mahou de Fraternité qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. L'Assemblée nationale doit être monocolore. Les députés doivent quand même pouvoir porter les aspirations des citoyens. Voyez cette voix Pautori.
que nous empruntons. Ça fait quand même assez longtemps que ce chantier est en cours et on se demande vraiment quand est-ce que ça va s'achever. Qu'est-ce qui peut avoir bloqué, n'est-ce pas, l'évolution normale de ce chantier? Il en existe beaucoup d'autres. J'aurais par exemple souhaité qu'un député pensât à celui de Calavi, Révier, Pota, où ce chantier est exécuté avec beaucoup de difficultés pour les citoyens. Et lorsque même vous n'avez pas besoin d'être spécialiste pour, en tout cas, il y a lieu de douter un petit peu de la qualité de ce qui est en train d'être fait là, parce que on a vu d'autres chantiers s'exécuter ailleurs, on a vu tout le soin que les entrepreneurs ont pu apporter à ces chantiers-là, mais ce n'est pas forcément le cas. Je le dis avec toute la réserve que ça requiert, parce que je ne suis pas un ingénieur. Alors, la question donc concernant MTN Bénin, où des abonnés ont découvert qu'on a prélevé, n'est-ce pas, des unités de fonds dans leur compte. Vous voyez, cette question aujourd'hui, c'est une question majeure parce que les populations ont quand même besoin de se savoir en sécurité. Ont besoin de savoir que les autorités, ceux qu'elles ont mandatés, vraiment se préoccupent de leur sort, pensent à eux, veillent à leur sécurité. Je crois que tout ça se vit également à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Il faut saluer cela et espérer que ça puisse se poursuivre, mais avec célérité, et que ça embrasse tous les autres secteurs. Il a été question aussi de la construction des salles de classe. L'école primaire, notamment, en manque cruellement. Il faut pouvoir interpeller le gouvernement. Exactement. Le déficit d'enseignants. Voilà, également, je crois qu'il faut pouvoir interpeller, que les ministres viennent expliquer qu'est-ce qui explique ces constats qui sont faits et quels sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour justement corriger le tir. Je crois que c'est très important. Les réponses à ces questions sont vivement attendues. Et ici, à Canal 3 également, nous avons fait un constat et apparemment les députés se sont saisis également de ce dossier. Il s'agit donc du dossier relatif à la pollution des terres et de l'air due aux cimenteries installées à Rolakodji, dans le 5e arrondissement de Cotonou, et à Sekonji, de l'autre côté de Semepoji. Akime Seydou Seni. Il y a tellement d'éléments sur lesquels les membres du gouvernement devaient être interpellés depuis plusieurs mois, plusieurs années déjà. Retenez que si les populations, que dis-je, les électeurs d'une certaine manière, certains administrés ont beaucoup plus connu certaines figures au niveau de l'institution parlementaire, c'est à cause des questions du contrôle de l'action gouvernementale. Éric Ngoundété s'est rendu célèbre pas parce qu'il était le plus beau, mais c'est parce que, à l'occasion de ces interpellations, il a été très productif. Et quand il devait prendre la parole, on sentait que tout ce qu'il disait, c'était dans l'intérêt supérieur des populations qui les ont élus. Et d'ailleurs, vous vous souvenez qu'à l'occasion d'une de ces émissions, je crois, ici sur Canal 3 Bénin, quand Karim Chabissika avait été reçu, je crois, par André, il disait que ses enfants ont souvent pris le plaisir de les titiller parce qu'il disait qu'il avait souvent rencontré garçons. En face de lui, le garçon, c'était Éric Ngoundété. Et depuis, on a perdu cette habitude-là de voir les honorables députés véritablement prendre fait et cause pour la population, pour comprendre un certain nombre de choses. C'est bien dommage. Et alors qu'en son temps, il y a certains députés qui sont encore au Parlement, qui également s'illustrent beaucoup à travers les questions. Tout à fait. Mais depuis, silence radio, quoi. Et puis, je crois que quand on a souvent élaboré sur le comportement, quand on veut souvent faire le bilan au niveau de l'Assemblée nationale, on disait que le talon d'Achille de cette institution parlementaire, c'est le manque de contrôle de l'action gouvernementale. Et aujourd'hui, si on arrive à avoir cette possibilité, il faut déjà s'en réjouir parce que ce sont des questions sur lesquelles nous sommes plusieurs fois revenus ici sur le plateau. André a évoqué la voix de Ruedo, c'est ça, Révier, ou bien comment on appelle ça, c'est ça, Pota, voilà. Où, de façon fréquente, voilà, on a enregistré des cas d'accidents, des interpellations, des décès bien évidemment. Des interpellations sont venues non seulement des populations riveraines elles-mêmes, mais aussi nous, au niveau aussi du plateau de 43 Bénin, avec des reportages à l'appui pour espérer qu'on puisse véritablement nous dire comment ça se passe. Et en réaction donc à ces interpellations, c'est que c'est des farfelus d'explications qu'on nous sait à travers une sortie médiatique qui n'est pas digne du respect de la mémoire des personnes qui ont été victimes des accidents perpétrés sur cet axe. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à nous dire c'est quoi cette complicité avec cet opérateur et cette entreprise qui est en train d'exécuter le travail sur cet axe-là. Quand vous prenez l'axe d'Assazoumé Djougou,
Je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire quoi, quand vous finissez de gérer la voie de Dassa jusqu'après un peu, ça va jusqu'à Prékété, mais vous rentrez, c'est du calvaire que vous vivez entre Prékété et l'entrée de Bassila, c'est pas la joie. Vous sortez tout juste de Bassila pour vous rendre à Djougou, c'est la totale. Et ça dure des années. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi est-ce que, ça n'évolue pas, ce chantier-là. Il y a autant, je dirais, des situations comme ça, et où on a beaucoup espéré que les députés interpellent le gouvernement parce que c'est de leur ressort eux-mêmes de comprendre, parce que ce n'est quand même pas commode, c'est pas gai que de savoir que on ouvre des chantiers et puis on ne va pas atteindre. Vous avez évoqué le cas de MTN. Il y a bien des sujets sur lesquels il est quand même important qu'on vienne nous expliquer le pourquoi, du comment et puis tout ce qu'il y a autour pour que les populations qui non seulement ont élu le chef de l'État, qui a délégué certaines de ses prérogatives à ses ministres pris individuellement, et eux-mêmes, les honorables députés qui ont aussi reçu un mandat électif, qu'ils soient dans un conseil de collaboration au point où les populations se sentiraient, je dirais, concernées par ce qui se passe. Donc, nous avons en face de nous deux acteurs. Nous avons les députés, nous avons les membres du gouvernement, de part et d'autre, qui manquent de foi. Est-ce les députés qui brillent de par leur passivité ou de l'autre côté, les membres du gouvernement qui véritablement ne réagissent pas promptement aux interpellations? Jusqu'avant, après-demain, où on aura donc... les députés présents à l'Assemblée nationale, c'est que les députés ont brillé par leur passivité. Parce qu'il n'y a pas eu d'interpellation pour qu'on dise que le gouvernement n'a pas réagi. Maintenant que il donne le ton, on va voir ce que ça va être la réaction du gouvernement, parce qu'il est quand même nécessaire que le pouvoir en place, à travers ses ministres concernés par les différentes questions, viennent expliquer aux populations pourquoi est-ce que il y a telle situation. Et s'il y a lieu aussi d'interpeller les personnes concernées par les griefs et les reproches ou les inquiétudes des honorables députés, qu'on les interpelle et qu'ensemble on ait une idée des raisons qui seraient à la base de tel autre élément, tel autre sujet. Donc en gros, les passifs pendant longtemps, ce sont les députés à l'Assemblée nationale. Oui, au-delà de la passivité, il faut noter le fait que le constituant n'a pas prévu la chicotte que le législateur doit utiliser à l'encontre, du pouvoir exécutif. Ce qui fait que même au temps fort d'Eric Ndete, de Chabi Sika, de Djibril de Bourou et autres, les questions orales avec débat, les interpellations du gouvernement étaient de mise à l'Assemblée nationale. Il y a bien de ces questions qui touchent directement le quotidien des populations auxquelles le gouvernement n'avait pas apporté de réponse et rien ne s'était passé. Et même au cours de cette 8e législature, à la décharge donc des députés, les quelques interpellations du gouvernement, même si on peut les qualifier de timides, n'ont pas eu de réponse. Vous voyez, donc il y a un problème qui se pose également à ce niveau. C'est-à-dire, c'est un peu comme si c'est une formalité. Oui, on veut savoir pourquoi les travaux de la voie Dassa-Djougou traînent, pourquoi la voie à Kassato, Missesento, Zinvier traîne jusqu'à présent, pourquoi Hevier, Kota traîne, pourquoi les écoles manquent d'enseignants au niveau du primaire, au niveau du secondaire également, pourquoi certaines classes, certaines écoles manquent d'infrastructures et autres, pourquoi il y a telle qualité maladroite, bien d'interrogatifs. Vous voyez, donc ça devient une formalité et que finalement vous aurez constaté que les députés ne vont pas, les ministres du gouvernement ne vont pas répondre. À la limite, ils font un peu comme le déplore Akime, des sorties médiatiques, ou plutôt que d'aller devant l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour le respect des institutions, n'est-ce pas, on va répondre par médias interposés. C'est-à-dire quoi? Un député interpelle par exemple le ministre des Infrastructures pour comprendre pourquoi depuis plusieurs années le second volet, le second axe de la voie à Kassato, à Lada au moins n'a pas été exécuté. Et pourquoi dans les formules on ne pense pas enlever le terre-plein pour que la tâche soit facilitée aux conducteurs d'engins à 2 roues. Ça, c'est une interpellation à l'Assemblée nationale, mais on n'avait pas vu le ministre des Infrastructures à l'Assemblée nationale. C'est plutôt devant micro et caméra qu'il est allé s'adresser, n'est-ce pas,
aux populations. Et donc, c'est ça que déplore Hakimi. Bref, il n'y a pas une chicotte qui est dans les cordes, dois-je dire, de l'Assemblée nationale, de manière à ce que le pouvoir exécutif, une fois interpellé ou plusieurs fois interpellé sur les mêmes questions, s'il ne répond pas, et bien vous déplorez ce matin le fait qu'il n'y ait pas de chicotte pour mettre la pression, en tout cas sur les députés, les membres du gouvernement. André Dossat, il n'y a rien qui contraint le gouvernement en fait à répondre aux questions. C'est un peu aussi c'est au choix ou à vous donnez alors une ouverture aux députés de voter une loi par rapport à cela. C'est ça. André, il y a eu par le passé effectivement des situations où l'Assemblée nationale a eu à interpeller des ministres qui ne sont pas allés et parfois plusieurs fois, ainsi de suite, sans que ça ait posé de problème. Vous savez, les acteurs politiques, il y a une connivence entre au sein du personnel politique où on sait se couvrir mutuellement. Difficilement, vous savez, ce pays s'est doté d'une haute cour de justice qui n'a servi à rien jusqu'à présent. Ouais, allez-y comprendre quelque chose. C'est pas vous et moi qui avons voté ces lois qui créent des institutions inutilement donc budgétivores. Je pense que vous savez la question de le contrôle de l'action gouvernementale, la question au gouvernement, question orale ou question écrite, ainsi de suite, constitue de mon point de vue une opportunité pour les ministres pour davantage communiquer autour de ce qu'ils font. Lorsque je suis ministre d'un secteur donné, mettons l'éducation nationale, l'enseignement, les enseignements primaires et maternels, et que l'Assemblée nationale constate qu'il y a pénurie de salles de classe, comme on m'interpelle, je vais répondre. Et je profite pour dire déjà ce que je suis en train de faire. Les raisons qui peuvent justifier le fait qu'il n'y ait pas assez de salles de classe, je les explique. Ça permet aussi à l'Assemblée nationale, puisque c'est l'Assemblée nationale qui donne les moyens au gouvernement pour exécuter son programme d'action. Alors, ça peut permettre à des députés de constater que ce secteur mérite, par exemple, qu'on augmente son budget, qu'on augmente sa dotation. Donc, c'est pourquoi je considère que c'est une opportunité. Lorsqu'il est question donc de ces chantiers qui sont en souffrance, malgré toute la rigueur qui peut donc caractériser l'action de la rupture depuis que Patrice Talon est au pouvoir, et qu'on constate qu'il y a quand même des chantiers à Calavi, Dassat, Basila, Paou, Tori, ainsi de suite, il faut pouvoir interpeller le ministre chargé du secteur pour qu'il vienne expliquer. Est-ce qu'il y a un entrepreneur, mettons, gros bras, qui fait des caprices, ainsi de suite? L'Assemblée nationale devrait, en ce moment-là, pouvoir prendre ses responsabilités. Je crois que c'est une opportunité, le contrôle de l'action gouvernementale, en tout cas pour l'image de l'Assemblée nationale. Pour l'image notamment de la 8e législature, il faut que le président Blavonu travaille davantage à ce que les questions des députés soient programmées et que les ministres viennent répondre. Et je vais finir en ajoutant ceci, il faut faire vivre ça aux citoyens. Vous voyez, le Béninois se passionne beaucoup pour la chose politique, notamment lorsqu'il est question donc des débats à l'Assemblée nationale. Ça intéresse les citoyens et ça leur permet aussi de savoir ce qui concrètement est en train d'être fait. Ça fait pratiquement 2 ans que la législature est installée. On peut compter au bout des doigts le nombre de ministres qui ont véritablement répondu à l'appel des députés à l'Assemblée nationale. Herman Parfait à Niambossou, la faute aux ministres parce que autour d'eux, il y a peut-être certains cadres qui n'ont véritablement pas réussi à mettre à leur disposition les informations nécessaires pour répondre aux questions des députés. C'est possible. Je pense que le Parlement actuel doit travailler à redorer son blason. Parce qu'avant cette 8e législature, on a connu une première, une deuxième, une troisième, ainsi de suite. On a vu des députés à l'œuvre, les Tidjani Sepos, en son temps, les députés RB, Rosine Vieira-Soblo, qu'on voyait au Parlement, qui interpellaient. Et n'oubliez pas que par le passé... les janvier Yaoudéou et d'autres. N'oubliez pas que par le passé, il y avait quand même une manière ou un moyen pour les députés de pouvoir régler des comptes avec les ministres, à savoir que des ministres se présentaient au Parlement et on les laissait là au Parlement pendant un bout de temps, le temps qu'ils constatent que les députés ne sont pas là, qu'ils repartent. Je pense que au lieu de parler de chicotte, il y a toujours une manière pour les députés de pouvoir dire au ministre, ok, maintenant que vous avez besoin de nous, nous aussi nous sommes absents du Parlement. Je pense que c'est seulement en faisant ce genre de dénonciation que le Parlement va essayer de redorer son blason. Vous faites tantôt la question de savoir si c'est les cadres qui... Non, je pense que la rupture nous a montré qu'elle a pleine conscience de tous les dossiers qui passent devant elle. La preuve, on nous a dit qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc. On n'en a pas eu jusque-là. Mais il se fait que les députés ont interpellé le gouvernement sur la question de la construction des infrastructures marchandes. Vous avez vu les marchés qui ont été lancés, et qui ont d'ailleurs reçu la vie de chef de l'État.
on constate que sur ces différents chantiers, il y a comme une certaine lenteur. Il y a comme si le travail n'évolue plus. Il y a comme si, comme les femmes ont été déjà, nos mamans ont déjà été, ont trouvé des places et relogées, on les laisse. Et puis, je pense qu'il faut booster ces différents chantiers et c'est ce que les députés sont en train de faire. Et la période actuelle des pluies doit en réalité motiver et beaucoup plus mettre la pression sur les honorables députés afin que sur les questions du genre construction d'infrastructures marchandes, construction de routes, parce que ça fait des années que ça dure et donc c'est parti pour deux mois ou moins de pluie et donc du coup les travaux iront ralentis, ça c'est une évidence. Conséquence, c'est que par endroit les questions d'inondation vont refaire surface, on va voir ça sur une période de 2, 3, 4 mois et puis après on reprend avec le même rythme et ça dure. Je ne sais pas si c'est les constructions de routes ad vitam, on ne leur a pas dit voilà, vous devez livrer le chantier à tel date. Il y a quand même des délais contractuels qu'il faut forcément respecter. C'est quand même pas compréhensible. On ne comprend pas ça. Et ce qui se faisait aussi par le passé, à défaut d'interpeller directement les membres du gouvernement, c'est que certains députés, de par leur appartenance à une certaine zone géographique, essayaient eux-mêmes d'aller sur le terrain. On a vu un peu d'accord Sossou qui a mis la pression sur le carrefour de l'Okossa. Ça fait bouger les lignes d'une manière ou d'une autre. Je ne stigmatise pas pour dire que j'aurais espéré que ça se fasse, que la même chose se fasse en ce qui concerne les députés de la circonscription ou surtout par exemple la commune d'Abomey-Calavi. La 6e circonscription. Ça également, ça peut mettre la pression sur les entrepreneurs, à défaut d'interpeller le ministre pour qu'il vienne donc à l'Assemblée nationale pour expliquer ce qui se passe. C'est aussi un moyen d'interpellation des ministres pour que... On dira que ce n'est plus facile d'aller sur le terrain. Malheureusement. Une question de moyens. Parce qu'une fois même dans la localité, il faut d'abord répondre aux besoins. Sollicitations. Quand vous apparaissez, qui se plaignent, les députés se plaignent. Le problème, les ordonnances, les factures, les députés, pendant que même un petit comité se plaignent, parce que nous sommes dans la période où il faut se contenter de ses revenus. Quelqu'un. Non, mais il y a quand même, moi personnellement, vous voyez, oui, on parle de route. C'est beaucoup plus ce qui revient dans la liste des questions relève pas fraternité. On parle également d'école. Moi, je voudrais souffler aux députés qui nous suivent. Il y a un domaine dans lequel nous gagnerons à ce que les députés mettent la pression sur le gouvernement, interpellent le gouvernement. Vous voyez, dans la formation des médecins et des pharmaciens, la formation au métier de la santé chez nous, vous savez, c'est tellement rigoureux. On a mis là-bas à un niveau où vraiment, sans doute, on veut préserver cette fameuse réputation de quartier latin, mais il y a un constat aujourd'hui dans notre pays. Il y a une forte communauté estudiantine béninoise. Dans certains pays africains, on ne dirait même pas. C'est-à-dire qu'ils vont là-bas pour faire une formation en médecine, notamment en Guinée. En Guinée, Ouaga et Guinée. C'est extraordinaire le nombre d'étudiants béninois envoyés là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, comme c'est tellement dur, la sélection, c'est d'une rigueur terrible. Alors, les gens vont ailleurs, se faire former, et curieusement, quand ils reviennent, ils sont engagés. C'est-à-dire quoi? On vous a écarté du système parce que peut-être vous ne remplissez pas les conditions, le niveau n'est pas assez fort pour pouvoir vous insérer ici. Vous allez vous faire former à l'extérieur, c'est-à-dire en Guinée, entre autres. Et lorsque vous venez, vous êtes engagé. Pourquoi alors ne pas revoir la copie? Pourquoi faut-il que notre formation, notre système de formation des médecins soit aussi rigoriste au point de pousser les enfants dehors et quand ils reviennent quand même, ils sont insérés dans nos hôpitaux, dans nos centres. Je crois qu'il faut revoir ça. Les députés pourraient par exemple interpeller le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur, pour revoir cette affaire-là, parce que ce n'est quand même pas normal. Les étudiants, ils sont tellement nombreux, les Béninois. Parfois, vous savez, lorsque moi je suis un pays qui accueille des jeunes gens, je vois qu'ils sont des génies, qui sont talentueux, mais je serais amené à les garder, à les retenir sur mon territoire. C'est aussi une sorte de fuite de cerveau qui est organisée par notre propre fait. Je crois qu'à ce niveau-là aussi, les députés pourraient faire quelque chose. Ils sont nombreux également à voyager, à prendre l'avion, les députés, pour se rendre à l'extérieur. Ils font toujours le test Covid. Je ne sais pas s'ils payent également les 50 000. Oui, parce que mais actuellement, il y a une abolisation de prix, mais le Bénin n'a pas encore fait. Tout à fait. Voilà. On a vu le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, apporter des explications. Mais on aurait voulu voir également le ministre de la Santé face aux députés pour nous apporter des explications
l'évaluation. Oui, quelque chose à ajouter ou on passe à l'autre sujet? Pour dire que d'abord, il faut qu'on travaille à ce que, au-delà de l'action, du contrôle de l'action gouvernementale, que les membres du gouvernement, à travers donc les ministres pris individuellement, puissent travailler à ce qu'on ait moins de choses à leur reprocher, pour ne pas dire à ce qu'on n'ait rien à leur reprocher. Parce que les questions des députés à l'Assemblée nationale prennent en compte les insuffisances, les failles et autres. Maintenant, pour que cette Assemblée nationale puisse redorer son blason, c'est vrai, c'est une Assemblée qui est reconnue comme soutenant clairement les actions du chef de l'État. Et le chef de l'État, après sa réélection, à la célébration de sa victoire à son domicile, a promis à la presse nationale et internationale, n'est-ce pas, de revoir la qualité de sa gouvernance. Par conséquent, pour les députés qui accompagnent le chef de l'État pour que cette gouvernance soit revue, se doivent d'attirer son attention sur les détails qui sont les détails liés donc à une certaine carence, à la qualité de telle et telle autre chose, de manière à ce que tout cela soit pris en compte pour que la qualité de la gouvernance soit améliorée. Voilà. Donc, l'un mis dans l'autre, il y a, comme on l'a dit, bien de choses, bien de questions qu'on pouvait poser au gouvernement. Mais il ne faudrait pas que les réponses qu'on nous apporte soient, comme la Kimela les a qualifiées de farfelues, mais qu'elles soient accompagnées en même temps des mesures prises pour corriger dans les délais meilleurs. Voilà. Merci. C'est parce que nous-mêmes, électeurs, nous sommes terriblement indulgents. Il y a des électeurs qui continuent de voter pour le même député qui jamais ne pose de questions à l'Assemblée nationale. Non, qui ne lève même pas. Ils lèvent le bras juste pour voter. Des députés qu'on n'entend jamais, on ne sait même pas quel est leur timbre vocal, mais pour qui les gens continuent toujours de voter. Il faut aussi que les citoyens apprennent aussi à demander des comptes. La redevabilité, c'est très important aussi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On reprend toujours les mêmes. Vous voyez, un peu. Aussi, vous savez, contrôler l'action du gouvernement ne fait pas de vous forcément un opposant. Un opposant, justement. Ouais. Les députés parfois s'abstiennent aussi. Il y en a peut-être qui sourient dans leur maison en nous écoutant, mais ils s'abstiennent de poser des questions, même sur des choses élémentaires qui concernent la vie des citoyens. Parce que, craignant de se retrouver dans le collimateur, je ne sais de qui, mais c'est important aussi que la population, la presse, les médias mettent la pression. Les médias mettent la pression, un peu comme nous le faisons. Sur les députés. Il faut craindre les positionnements pour les prochaines législatives. En tout cas, déjà que c'est difficile à un ordre de législative de demander à un député d'être actif dans le contrôle de l'action gouvernementale. Bon, là, finalement, on ne bougera pas. Ça, c'est l'idéal. Ça va être certainement la dernière série de questions qu'ils auront à poser. Allez, nous les attendons jeudi prochain. Et députés et membres du gouvernement, on verra bien ce qui se passera. Herman Parfait à Niamboussou, dans le mini-journal ce matin, nous avons suivi ce reportage, ce grand reportage que vous avez réalisé du côté de Guézin. Voilà, pour aborder ce second sujet, la zone côtière du Bénin, les habitants, les riverains qui apparemment, cette saison, pas apparemment, qui en ce moment sont en train de vivre un calvaire total. Vous étiez à Guézin. Et justement, si on devait souffler également un mot au député, c'était d'interroger le gouvernement ou d'interpeller le gouvernement par rapport à cette question-là aussi, la fermeture ou l'embouchement de l'embouchure du roi. L'ensablement de l'embouchure du roi, parce que ça a été bouché, donc je ne sais pas trop quel mot utiliser. C'est vrai que ils ont attendu que les dégâts commencent par être causés. Vous voyez des maisons qui sont parties en ruine, vous avez les bêtes, les animaux qui sont également partis, vous avez des maisons qui n'existent pas, vous avez des populations qui pratiquement doivent aujourd'hui faire face à des maladies hydriques. Vous savez que généralement quand il y a la montée des eaux comme ça, ça crée beaucoup de dégâts. Je pense que ce qui se passe, heureusement, fort heureusement que depuis, je crois, vendredi, des travaux ont été entrepris pour essayer de dégager, pour essayer d'ouvrir l'embouchure qui était ensablée. Et on me dit aux dernières nouvelles qu'effectivement, l'eau a commencé par se retirer. Et même dans ce retrait d'eau, puisque l'eau, en partant, il va avec un débit assez fort, il est également demandé aux populations de prendre des précautions pour ne pas être emportées dans la furie de cette eau-là. Je pense que ce qu'on devrait faire, vous avez ça dans la paternité, c'est de mettre en place un plan de
un plan de contingence. Voilà, c'est ce que le spécialiste a dit, pour faire en sorte que de pareilles situations, quand elles surviennent, qu'on puisse trouver les mesures adéquates pour pouvoir parer aux blessés. Oui, Hakimi. Pour non l'accuse comme moi, quand vous voyez ces images, vous dites qu'il n'y a pas inondation. Parce que c'est-à-dire quoi il y a des habitations dans l'eau, et elles étaient déjà habituées à être dans l'eau. Mais pour faire plus précis, c'est que il y a inondation. Parce que la quantité d'eau, le niveau d'eau et tout ce qui est autour apporte la preuve que la zone est en difficulté. Moi, ça m'embête que de savoir que c'est encore des cadres, c'est encore des Béninois qui disent qu'il aurait fallu. Si on l'avait fait, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas assisté au cas d'inondation. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. On attend que des situations surviennent avant de se J'ai jamais compris cette affaire-là. J'avais espéré qu'on me dise que dans le reportage qui a été proposé, qu'il n'y ait pas une solution. C'est-à-dire que c'est une situation aussi dramatique, imprévue, et puis du coup, voilà quoi, on a été pris du coup. Mais ce n'est pas le cas. On dit que il faut désensabler. Quand c'est fait, ça veut dire que l'eau est en train alors de se repositionner. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a manqué d'anticiper. On a manqué de faire ce qu'on doit faire en prélude à la période de pluie. Donc, quelque part, on a manqué d'anticipation. Il faut interpeller les structures de veille, parce que c'est de ça que les questions. Il y a des structures de veille qui sont mises en place à l'occasion, et donc, du coup, elles sont restées, comme tout à l'heure on l'a dit, c'est-à-dire passives et amorphes, elles n'ont rien fait. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que les populations de Guézin sont en difficulté, qu'on se rappelle. Vous venez à Togouin, c'est pareil. Qu'on se rappelle que l'embouchure, on aurait dû dégager. Maintenant qu'on a dégagé, l'eau est en train donc de vider les lieux et tout ce qui est autour. Franchement, c'est embêtant. Je crois que s'il y a des... Peut-être que je fais un peu fort. S'il y a des personnes à interpeller, qu'on interpelle. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Franchement... Il y a des personnes à interpeller. Oui, interpellons, parce que... La ministre oui, non, il y a des structures de veille de façon, au niveau des départements, au niveau des communes. Voilà, c'est ça. On doit pouvoir les actionner pour nous éviter. Parce que là, on vient de voir le cas de Guézin. On ne sait pas ce que sera d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, les autres cas. Parce que souvenez-vous que dans la même période, il y a 1 an, il y a 2 ans, on a parlé des inondations à Malanville, des inondations à tel endroit, même des inondations à Cotonou. C'est parce que les travaux d'asphaltage sont passés par là qu'aujourd'hui ça souffle un tout petit peu. Sinon, c'est sûr qu'on est en train de se plaindre de ce que la montée des eaux a eu raison des populations et tout ce qui est autour. Franchement, travailler à ce que les structures qui sont mises en place pour des missions bien précises puissent exécuter ces missions. On a mis une mission des moyens. Si ce sont des moyens qui manquent, il vaut mieux le faire constater plus tôt pour qu'au moment venu, on puisse savoir que on a manqué d'huiler la machine et c'est pour ça que nous sommes dans les situations dans lesquelles nous sommes retrouvés. Cher monsieur Wahab. Non, je trouve qu'on doit travailler à ce que la prévention soit davantage de mise. On ne travaille pas très tôt en amont. Un peu comme si on somnole ou on dort trop et c'est quand la catastrophe est au bord ou au bout de la porte qu'on commence pas crier. Quand on a suivi les spécialistes, en tout cas dans ce reportage de Manani Mbossou dans le bulletin tout à l'heure, on a compris que les spécialistes sont les cadres béninois, les cadres du ministère du cadre de vie, du ministère du cadre de vie, qui sont descendus sur le terrain à l'effet de constater la situation. Un endroit, pour faire simple à nos téléspectateurs, un couloir de circulation d'eau est bouché. Est bouché. Bouché par quoi? Si c'est le sable et autres, on doit avoir un système qui de plus en plus, dès lors qu'on sent la pluviométrie ou la période de pluie, savoir qu'il faut enlever le sable, désensabler la zone de manière à ce que l'eau circule tranquillement. Parce que l'eau, c'est connu, ça n'a de problème avec personne. C'est nous qui avons plus de problèmes avec l'eau. Ça veut dire quoi? Si vous allez barrer la voie initiale de l'eau, elle se donne elle-même sa voie. Ce n'est pas comme un numéro où on a dit le feu rouge s'est allumé, tu t'arrêtes tranquillement et que tu attends. Donc je pense qu'il faut actionner, comme l'a dit Hakimi, des structures et autres qui sont bien entendu sous tutelle d'un ministère au Bénin. Donc que ces structures soient actionnées de manière à ce qu'on évite cela. J'ai lu ce matin dans la une des journaux à
à la une donc, du quotidien d'Abarou, la situation devenue également catastrophique dans le département de la Liborie. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas que la région du sud à Guézin ici, il y a dans le département où très bientôt, au-delà de la cherté des produits de première nécessité, on viendra nous dire que les productions ont été détruites, que les bêtes, dans la zone des 2KP voilà, aussi, que les bêtes qu'on élève et qui apportent le minimum aux populations sont emportées par cette eau. Bref, la région sera dévastée, la famine va s'installer et on va courir pendant que les gens ont faim, on s'en va leur donner de moustiquaires. Vous voyez, donc il y a ce problème. C'est-à-dire on apporte une solution à un besoin qui n'est pas le besoin immédiat, Malheureusement. Oui, André Loussa. Oui, ils ont peut-être faim, mais ils doivent aussi lutter contre le paludisme. Donc c'est pertinent aussi de leur donner des moustiquaires. Oui, je suis d'accord. Nous manquons souvent d'anticipation. Sinon, on sait que chaque année, les inondations surviennent à une période donnée de l'année, mais on ne prépare pas souvent cela. On sait qu'il y a un phénomène naturel et d'une portée touristique mais vraiment considérable qui se produit dans la zone donc, de Grand Popo et région. C'est le déplacement de la bouche du roi. Cette embouchure dont vous parlez, qui se déplace. Et on parle aussi de l'ensablement, qui est un gros problème du fleuve Mono. C'est un fleuve qui, aujourd'hui, mettons, est appelé à disparaître si jamais les dispositions idoines ne sont pas prises. Et quand on parle d'ensablement, il y a forcément un facteur humain dedans. C'est sans doute à cause aussi de nos comportements que certains de nos cours d'eau sont en difficulté. Ouais. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Vous savez, l'État, c'est nous tous. Mais l'État est incarné par des citoyens qui ont certaines charges, qui ont des responsabilités à assumer. On ne pourra peut-être rien contre la nature lorsqu'elle se déverse, lorsqu'elle se manifeste, mais il faut renforcer le service aux citoyens. On sait que le Bénin se situe dans une zone de golfe de Guinée qui est en proie à des inondations. Dieu merci, chez nous, ce n'est pas aussi grave que dans certains pays où on assiste à des écoulements de boue, à des catastrophes, des dégâts vraiment colossaux. Mais il faut renforcer le service aux citoyens, que les structures chargées de la veille puissent être efficaces et répondre présents lorsque le problème se pose et que les citoyens se retrouvent donc en difficulté. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra vraiment limiter la souffrance que subissent les citoyens lorsque les inondations surviennent. Voilà. Il faut rappeler que l'alerte avait déjà été donnée par des populations, je crois depuis plusieurs mois déjà, qui ont dit qu'effectivement au niveau de l'embouchure du roi il y avait des problèmes. Les journaux ont d'ailleurs relayé ça d'abord, mais malheureusement il s'est fait qu'il n'y a pas eu cette réaction. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de fait, c'est vrai que la zone est désensablée, donc l'eau circule, mais il faut que les autorités à divers niveaux puissent quand même faire une descente sur le terrain pour ne serait-ce qu'apporter une certaine assistance à ceux qui ont été victimes de l'inondation. C'est vrai que l'eau, ils sont habitués à vivre dans l'eau, mais tenez-vous tranquille, il y a des zones de cette commune-là où il y a des terres fermes aussi. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de terres fermes, il n'y a plus rien. Et donc je pense qu'il faut agir au plus vite. Merci Herman. Merci à vous Arab Ali Para, André Loussa, merci beaucoup. Vous nous reviendrez tout à l'heure après le métier de la semaine de Wuliat Sanoussi, Hakim Seydou Ousseni pour nous apporter des informations sportives. Ce sera le journal des sports. Mais tout de suite, le métier de la semaine, nous allons à la découverte d'un jeune artisan qui fabrique des arrosoirs. Il a nom Gérard Assogba. Il est passionné du métier et il nous l'a raconté. Ça, c'est depuis son enfance. Aujourd'hui, son savoir-faire est apprécié par beaucoup de nos compatriotes. Quel est alors le processus de fabrication d'un arrosoir? Quelle matière utilise-t-il? Les réponses à ces interrogations dans ce magazine métier de la semaine signé Wuliat Sanoussi. Gérard Assogba lance ainsi le processus de fabrication d'un arrosoir. Pour le faire, il a juste besoin de quelques éléments de base. Nous avons marteau, ciseaux, rail, mion, acan, nous avons bien, nous avons éteint, acide, bien, nous avons tout le sol, nous avons tout le galvanisé, tout le miroir. Mais galvanisé, nous avons tam.
Au bout d'une heure, Gérard Assogba réalise un arrosoir prêt pour usage. Cette passion, il l'a développée depuis son enfance et s'est spécialisé dans les arrosoirs. Parce que le village, il faut dire que nous sommes capables de faire. Donc, quand on est non, le prévu quoi. Bien sûr, dans la clan, à sortir, on doit côté nous battre Gérard Assogba n'a pas du tout évolué dans les études. Très tôt, il a abandonné les bancs en classe de CE1 pour se consacrer au métier. Aujourd'hui, il travaille ici au quartier Kadiaou à Cotonou auprès d'un aîné. Le jeune artisan peut fabriquer jusqu'à 10 arrosoirs par jour. Outre cela, il répare également les réservoirs des engins. Une satisfaction pour la clientèle. Je suis venu juste ici pour régler la situation du réservoir de ma moto. Comme ils le font bien, c'est pour cela chaque fois je viens le voir. Je peux dire, ceux qui sont contents de me voir s'ils ont problème comme des trucs comme ça, des réservoirs, des accessoires de jardinage et autres là. Ils peuvent venir. Même projet les ressources nous wafi de nos raisons parce que nous vivons et autres Dans le métier, il y a néanmoins quelques difficultés, nous confie Gérard Assogba. Mais Bodo akan nous les pas non mieux comme on a so ene bio eno be onu mi e boye de ko mieux eno do aso meta on do aso meta. Pour le moment, le spécialiste des arrosoirs n'est pas épanoui dans son travail. Son ambition est d'être autonome. Donc on câble que le poids à quoi les bandes ça il veut bon quoi tout est dans le bouton alors il y en a pour le biblio alors quoi ouais d'autres dans ils sont profit ils sont go malego nao on est ton bon au et pour ce faire il sollicite l'aide des bonnes volontés. No biblio mais là il y a des ici va quoi alors mi la sorte va mi dire qu'on bon agual mi des soir alors il y en a d'autres dans plan donc nous qu'on y ba comme no biblio client mettons les biblio projet les souhaits il met là où ça c'est besoin mais on a comme temps bon avance comme na blois so dag beni ben a vivre nous sous il est bien chatiner les et doit où ça c'est besoin il va comme temps cas un feu mais bon avoir ça mais na va so dag beni il est sous et est na c'est vivre temps. Évoluer dans sa passion est un objectif à atteindre pour Gérard Assogba. Mais pour l'heure, il continue malgré tout à fabriquer des arrosoirs qui ne laissent pas indifférent. Vivez en direct et en exclusivité sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin la retransmission de tous les matchs de l'UEFA Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet. Plateau, commentaires, analyses, magazines et résumés des matchs. Grâce à Canal 3, passez des moments exceptionnels de football avec l'UEFA Euro 2020.
Vivez en direct et en exclusivité sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin la retransmission de tous les matchs de l'UEFA Euro 2020. Plateau, commentaires, analyses, magazines et résumés des matchs. Grâce à Canal 3, passez des moments exceptionnels de football avec l'UEFA Euro 2020. Canal 3 Bénin, diffuseur officiel en exclusivité et en clair de l'UEFA Euro 2020. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Retour plateau pour partager avec vous les informations sportives. Hakimi Seydou-Seni. Christian, rebonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Les informations sportives, elles sont bien relatives à l'Euro qui se déroule en ce moment donc, sur le vieux continent, dans plusieurs villes, notamment 11. La compétition a démarré depuis le 11 juin. Elle prendra fin le 11 juillet 2021. Depuis avant-hier, Christian, se dispute les rencontres de la troisième et dernière journée de la phase de poule de cette compétition. Certains, avant déjà la troisième journée, ont déjà composté le billet qualificatif pour le tour suivant, mais d'autres jouent gros depuis avant-hier. Et la preuve, c'est que il y a eu des surprises, il y a des sensations fortes que nous ressentons à l'occasion de cette Euro 2020. Et parmi ces sensations, parmi cette diversification de ressentis, il y a bien évidemment, Christian, hier, la rencontre entre la Russie et puis le Danemark qui nous a proposé la toute première grosse frayeur de cette compétition à travers son capitaine Christian Eriksen. C'est le monsieur qui tire l'équipe vers le haut. Et depuis donc cette situation qui a prévalu, c'est que le Danemark a reçu un coup, a été sonné. La preuve, c'est qu'à l'occasion de sa première confrontation face à la Finlande, les Danois ont été battus par le score d'1-0. Seconde sortie, le Danemark, c'était bien face à la Belgique. Et là encore, le Danemark a calé. Et donc, du coup, avant le coup d'envoi de la rencontre, la dernière de la phase de poule de ce groupe B hier, le Danemark était déjà éliminé, mais les rencontres, les deux dernières de cette poule ont été disputées à 20h, donc en simultané à la même heure. Comme je le faisais constater, coup d'envoi, on avait déjà comme qualifié la Belgique, bien entendu. Le deuxième, c'était la Russie. La Finlande venait en troisième position, puis le Danemark était donc quatrième. Donc, après les premières minutes, on sonnait donc, je dirais l'élimination du Danemark, mais on retiendra qu'il y a eu des émotions, Christian. Quatrième coup d'envoi de la rencontre. Pendant la rencontre, le Danemark passe à la troisième place et au coup de sifflet final, Christian, c'est Danemark qui se qualifie pour le second tour de cette compétition avec, tenez-vous tranquille, 3 points. Et pour avoir ces 3 points, Christian, et se qualifier, c'est qu'il a fallu que le Danemark marque, Christian, dans déjà
4 buts, si espérer bien évidemment que la Finlande ne fasse pas un bon résultat de l'autre côté. Et ça a été le cas puisque la Belgique a pris le dessus sur la Finlande, 2-0. De compte final, Christian, la grosse surprise, c'est que le Danemark rend hommage à Christian Eriksen, se qualifie donc pour le second tour devant ses spectateurs, son public, puisque le Danemark a disputé sa rencontre au Parken Copenhague à domicile et donc du coup visiblement hier le Danemark a été plus inspiré. C'est vrai que le temps avait été déjà donné face à l'occasion de leur sortie face à la Belgique, mais hier la formation a récidivé avec beaucoup plus d'adresse en tenant donc en échec la Russie par le score de 4-1. À l'arrivée, la Belgique a 9 points qualifiés donc pour les huitièmes de finale. Le Danemark a 3 points qualifiés pour les huitièmes de finale. La Finlande va peut-être attendre pour voir si entre-temps elle se retrouverait parmi les meilleurs troisièmes. La Russie éliminée parce qu'avec 3 points, moins 5 bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la victoire Christian du Danemark, les nations présentes à 7 euros se sont déjà qualifiées avant même leur sortie, les dernières pour le compte donc, de la phase de poule. C'est le cas par exemple de la France. C'est le cas hier, on parlait de la Suisse qui se trouvait donc en 3e position, puisque la Suisse aussi devait attendre la fin des rencontres pour voir si elle se retrouverait parmi les meilleurs 3e. Parce qu'au passage, on rappelle aux amis téléspectateurs qu'à l'occasion de 7 Euro 2020, ce sont les 2 premiers de chaque poule qui se qualifient, en plus des 4 meilleurs 3e des différentes poules qui composent cette compétition. Donc, en gros, le Danemark fut la grosse surprise, comme c'était le cas les années antérieures, mais bien entendu, un hommage mérité a été rendu à Christian Eriksen. Outre ces 2 matchs de groupe B, il y a eu avant 20h, à 17h, donc 2 autres rencontres qui ont été disputées. C'est bien dans le groupe C. L'Ukraine, Christian, s'est fait surprendre par l'Autriche. Les 2 formations étaient à égalité parfaite pour le petit rappel. Mais l'Autriche s'impose par le score de 1-0 et accompagnera donc les Pays-Bas pour le second tour de cette compétition puisque les Oranges mécaniques ont battu la Macédoine du Nord. À l'occasion donc de la dernière sortie, totalise 9 points, 3 victoires pour 3 sorties à mettre à l'actif des hommes de Franck de Bourg. On va faire constater, Christian, que l'Ukraine qui a 3 points, la formation d'Andrei Shevchenko également, se met dans une posture attentiste dans l'espoir, qui bien entendu, qu'elle se retrouve être tirée parmi les meilleurs 3e. La Macédoine du Nord est tout simplement éliminée. L'Autriche qui fait une très bonne affaire pour une 3e participation à une compétition, à une phase finale de la Coupe d'Europe. L'Autriche se qualifie pour les 8e de finale. Ce mardi, nous avons 2 rencontres à suivre. On connaîtra donc les 2 qualifiés au niveau du groupe D. C'est à partir de 20h. La République tchèque qui a 4 points joue contre l'Angleterre qui a également 4 points. La Croatie joue l'Écosse. Ce sont 2 rencontres qui se disputent en simultané. C'est à partir de 20h. En attendant, les dernières affiches prévues pour ce mercredi 23 juin 2021 où on connaîtra enfin, je dirais, tous les qualifiés pour les 8e de finale de cette compétition. La France joue le Portugal, rencontre à suivre en direct et puis en intégralité. Mais d'ores et déjà, on retiendra qu'avec la victoire 4-1 du Danemark, la France, vous l'avez suivi, a déjà validé son billet qualificatif pour les 8e de finale. De façon plus ramassée, on fera constater qu'à l'occasion des 8e de finale, les affiches se présenteront ainsi que le Suisse, c'est-à-dire le premier du groupe F affrontera le meilleur 3e du groupe A, B et C. La seconde 8e de finale opposera le 2e du groupe D et puis le 2e du groupe E. Quelques affiches des 8e de finale sont déjà connues, c'est notamment le match entre les Pays-Bas et puis le Danemark, ça c'est déjà su, puisque en termes de meilleur 3e, c'est déjà le 2e plutôt, c'est les Pays-Bas. Non, le 3e n'est pas encore sur le niveau des Pays-Bas, mais le Pays de Galles jouera contre le Danemark pour le compte des 8e de finale. L'Italie affrontera l'Autriche en 8e de finale de 7 euros. On aura les affiches plus complètes à partir de demain, parce que demain, mercredi, Christian, ce sera stop et fin des rencontres de la phase de poule de cette compétition. Je rappelle qu'il prendra fin le 11 juillet 2021. Et puis, le rendez-vous à prendre avec les amis téléspectateurs, c'est bien celui de demain, rencontre à suivre en direct et puis en intégralité. À partir de 20h, le Portugal sera l'adversaire à jouer de la formation française.
Nous allons poursuivre avec l'actualité sportive ce matin pour dire un mot sur les compétitions statutaires africaines, les compétitions de la CAF, c'est la Champions League et puis la Coupe CAF. Ces deux épreuves sont à l'étape des demi-finales. Quelques résultats des rencontres disputées donc, et comptant pour le carré d'as de ces épreuves respectives. En demi-finale de la Champions League, l'Étoile sportive de Tunis a été battue par Al-Ahly, 1-0, et puis les Kaiser Chiefs de l'Afrique du Sud ont pris le dessus sur le Wydad Casablanca. 1-0, et puis enfin, au niveau de la Coupe CAF, deux rencontres disputées, notamment comme temps donc pour le carré d'as Coton Sport, a été battu par la GS Kabylie. Et pour cette rencontre, si vous avez eu la chance de suivre les images, il y a un but qui a été injustement refusé à la formation donc camerounaise, Coton Sport qui représente donc le Cameroun à cette phase de la compétition. 2-1 à mettre à l'actif de la formation GS Kabylie. Et puis enfin, il y a le 0-0 entre Pyramides et puis le Raja de Casablanca. Voilà en gros ce qu'on retient en termes d'actualité sportive sur le continent et également sur le vieux continent. Rendez-vous tout à l'heure quand il sonnera 13h30. C'est pour le plateau reporter UEFA Euro 2020. En attendant, demain, mercredi 23 juin, où il va s'agir du match entre la France et puis le Portugal. Voilà, rendez-vous pris avec vous tout à l'heure à 13h30, juste après le 13h sur Canal 3 Bénin. Merci à Kimé. La revue de presse, mesdames et messieurs, avec Assiomo Kanyassiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, est revenu sur la participation du Bénin à la 59e session des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue le week-end à Accra, la capitale ghanéenne. À ce sujet, la nation informe de la participation active dont les points majeurs ont été révélés au cours d'une conférence de presse animée lundi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Le matinal renseigne que selon le ministre Aurélien Agbenossi, qui a fait le point de la participation de la délégation béninoise, le président Patrice Talon, en marge du sommet, a tenu des rencontres bilatérales avec ses pairs en vue du renforcement de l'intégration africaine pour fraternité. Le ministre Aurélien Agbenossi a réaffirmé que le Bénin entretient un très bon rapport avec ses voisins et que le président Nana Dankwa Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pourrait être le prochain hôte du Bénin. La preuve que le Bénin n'entretient aucune relation conflictuelle avec le Ghana et la situation relative au blocage des camions n'est liée qu'à des actes d'importateurs véreux qui entendent dribbler la douane béninoise et bénéficier du tarif extérieur commun alors que les marchandises en transit ne seraient pas produites au Ghana. Le Bénin, selon Aurélien Agbenossi, demeure un meilleur exemple de l'intégration. Dans sa parution du jour, Matin Libre se penche sur les décisions à impact économique du second mandat du chef de l'État pour noter que ça tombe de partout sur les populations. En gros titre ce matin, Fraternité s'intéresse au contrôle de l'action gouvernementale pour écrire que quand bien même les parlementaires aiguisent leur curiosité sur certains sujets brûlants de l'actualité, le gouvernement n'a pas toujours honoré les rendez-vous de sa présence, mais depuis peu, les élus du peuple semblent mettre la pression sur le pouvoir exécutif. Ils entendent assumer cette charge avec plus de doigté, quitte à mettre les membres du gouvernement face à leurs responsabilités. Et dans ces colonnes, le journal La Dépêche parle d'une société civile sous anesthésie pour écrire que depuis 2016, le visage de la société civile au Bénin est loin de celui auquel étaient habitués les Béninois. Mieux, le dernier scrutin présidentiel a révélé l'état comateux d'une société civile visiblement groggy. C'est ce qui ressort d'un entretien que le journal a eu avec la présidente de l'organisation non gouvernementale Human Rights Priority, Miguel Hueto. L'économiste du Bénin annonce que le directeur général par intérim de l'Agence nationale des transports terrestres, Alain Nikati, ne tolère pas les mauvaises pratiques. Des faussaires de permis de conduire et d'autorisation des cartes de transport falsifiées ont été démantelés. Coincés grâce aux réformes introduites dans l'organisation,
des examens du permis de conduire au Bénin, un candidat et son moniteur se retrouvent en prison dans leur tentative de tricherie. Fraternité explique que cela fait suite aux différentes réformes mises en place par le directeur général par intérim en vue de mettre fin aux vieilles habitudes peu recommandables, fraude, tricherie, rançonnement, corruption, de mauvaises pratiques qui remettent en cause la qualité des permis de conduire délivrés et leurs conséquences en matière de sécurité routière. Des réformes qui portent essentiellement sur la dématérialisation des procédures existantes et permettent de faire composer les candidats au moyen des écrans de smartphone en lieu et place des feuilles de composition. Et du côté du journal Le Pays émergent, c'est l'élimination des écureuils du Bénin qui est placardée en une. Le journal écrit qu'au lendemain de l'élimination du Bénin de la course à la qualification de la 33e édition de la CAN 2022, des langues se délient déjà. Si dans l'opinion publique béninoise, on accuse l'entraîneur Michel Dussuyer d'être à l'origine de cette élimination humiliante, il faut dire que les joueurs et les dirigeants ont aussi une grande part de responsabilité dans ce qu'il faut désormais appeler tragédie de Conakry. L'élimination du Bénin était prévisible quand on sait que les derniers détails de la préparation de l'expédition guinéenne ont été négligés par les dirigeants actuels du football béninois, a martelé le journal. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Voilà, c'est le dernier rendez-vous pour mettre un terme à votre matinale Actu Matin. C'était donc la revue de presse avec Assiomon Kagna-Assiomon. Et c'était Actu Matin avec l'ensemble des équipes qui travaillent à la réalisation et à la diffusion de cette émission. Merci donc aux équipes techniques, aux équipes de préparation et de présentation, de diffusion également. Rendez-vous demain à partir de 7h. Portez-vous bien, gardez le sourire. Excellente journée. Au revoir.